Erreur stratégique, erreur tactique, bâclage d'opération de connaissance. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a certaines batailles qu'on appelle détournements. El Alamein, Stalingrad, Kursk. Et bien évidemment Midway. Ce sont quelques-unes de ces batailles qui ont marqué le second conflit européen. Aujourd'hui, je vais réaliser une chronique sur une victoire japonaise à Midway. Nous verrons aussi les conséquences d'une victoire nippone sur la suite de la guerre, mais d'abord un peu de contexte. En avril 1942, l'US Navy lance le raid Little au-dessus de Tokyo. Ce raid a causé d'immenses dégâts psychologiques au Japon. En effet, après cette attaque, les stratèges nippons passaient de l'offensive à la défensive. Et grâce à ce retournement stratégique, l'amiral Yamamoto peut enfin exécuter son plan, pour un nouveau essayer de détruire la flotte japonaise du Pacifique. C'est ainsi qu'après la bataille de la mer de Corée qui voit nos adversaires se plier sur un nul, mais surtout qui voit l'apparition des batailles aéronavales, les Japonais et Américains se retrouvent au large de la côte de Midway. Les Japonais sont confiants, mais pour l'empire du soleil levant, Midway se révélera comme une immense claque. S'ils sont les premiers à frapper, seulement 4 heures après leur première attaque sur l'île, le climax de la bataille a lieu à 10h30, quand 3 porte-avions sont tués. Le Kaga, le Soryu et l'Akagi finissent en flammes. L'amiral Yamamoto, qui voit son porte-avions en feu, va se dire qu'il est l'heure de l'abandonner. Mais non. Il décide de lancer des contre-attaques désespérées, puis à 17h, les Américains achèvent le dernier porte-avions japonais. Enfin, si la bataille dure 2 jours de plus, c'est seulement le temps que Yamamoto se rende compte qu'il est temps d'abandonner. Malheureusement pour les États-Unis, aujourd'hui, nous sommes là pour changer l'histoire, ainsi voir les Japonais gagner la bataille de Midway. Avant le début de la fiction, j'aimerais préciser que cela est ma première chronique, et donc excusez-moi s'il y a un manque de détails. Cette petite intro est terminée, je vous souhaite un bon visionnage. Le 4 juin 1942, au large de la petite zone de Midway, l'amiral Shuichi Nagumo commence ses préparatifs pour l'assaut sur l'île. Contrairement à la réalité, il ne déploie pas 7 mais 21 tâtons de reconnaissance grâce au grand nombre d'appareils supplémentaires attribués à sa flotte pour scanner la zone autour de Midway, soit 1 demi-million de kilomètres carrés. À 4h30, il envoie sa première attaque sur l'île avec 108 appareils, dont 36 Aichi des 3A. Peu après 6h, les bombes pleuvent sur la base américaine. Après ce raid, Joichi Tomonaga, chef de l'escadron, envoie un message à Nagumo, lui demandant un second raid pour mettre la base hors service. De son côté, l'amiral japonais estimait qu'une seule attaque serait nécessaire. Vers 6h40, Nagumo reçoit son message dévastateur. Un patrouilleur informe de la présence d'une flotte américaine dans le secteur nord-est de l'île. Après demande d'identification des cibles, vers 7h30, on lui confirme la présence de porte-avions. L'amiral, extrêmement surpris par cette information, le plan prouvant que les task force ne seraient là que dans 1 ou 2 jours. Cela oblige Nagumo à revoir sa tactique. Ainsi, à 7h30, le Hiryu et le Soryu partent un raid sur la task force 17. Dans le même temps, l'île de Midway envoie des attaques contre la première flotte terrienne. Ces assauts sont insignifiants en raison du manque d'expérience des pilotes ainsi que des faibles performances des appareils envoyés. Puis, vers 8h, la force d'attaque japonaise quitte ses porte-avions. Elle se dirige à la rencontre de la task force 17. Après cela, Nagumo renforce le dispositif de défense avec quelques escadrilles de chasseurs supplémentaires, équipés des fameux Zero. Ils ont bien raison, car à 5h40, la Kilotai est repérée par un Katanina. Puis à 7h, l'amiral Spruan se fait décoller 150 appareils, du Hornet et de l'Enterprise. Par conséquent, à 9h20, la flotte japonaise subit une attaque, suivie d'une autre à 9h40, mais elles se font anéantir par les Zero. Puis à 10h, l'escadron d'attaque dirigé par Takashi Hirano se dirige vers Yorktown, avec 90 appareils. Quelques minutes après l'assaut, malgré la manœuvrabilité de Yorktown et la qualité de ses équipes de réparation, la bataille de Midway fait sa première victime. L'amiral Fletcher se voit obligé d'abandonner The Fighting Lady. En contrepartie, à 10h25, la MAC qui avait quitté Yorktown est proche de la flotte japonaise. Le Bombing Squadron 6, dirigé par Richard Halsey et qui est dit Best, protégé des Mitsubishi par Jimmy Thatch avec Seb Thatchweir. S'ils parviennent à abattre quelques appareils, ces derniers restent concentrés sur les bombardiers et parviennent à abattre une bonne partie d'entre eux. Cependant, Dick Best et une partie de son escadron parviennent à couler le Kaga avec 3 bombes avant qu'il ne s'enflamme. Après 4 heures de lutte intense, la flotte japonaise se déroute pour éviter de nouvelles attaques. Ensuite, les deux belligérants se recherchent mutuellement en attendant que leurs escadrons reviennent pour atterrir. À ce jeu-là, c'est Nagumo qui tire son épingle du jeu, plus précisément un de ses patrouilleurs, qui à 13h30 identifie USS Enterprise et le Hornet. Dès 14h, un escadron commandé par Joichi Tomonaga se lance pour attaquer le Enterprise et le Hornet. Vers 15h, Tomonaga et son escadron lancent l'attaque sur l'Enterprise et le Hornet. Si l'Enterprise est coulé par une multitude de bombes et de torpilles, le Hornet parvient à résister au choc. Après cette seconde perte, Fletcher décide d'abandonner la bataille. Nagumo n'est pas steady. Le renard endormi décide de lancer une nouvelle vague pour achever le Hornet. Vers 16h30, le plus resté des porte-avions de l'US Navy est tué par une torpille. Les journées du 6 et du 7 juin voient la flotte japonaise harceler la base américaine de Midway pour sonner le débarquement, ainsi que couler quelques destroyers de l'US Navy qui récupéraient les survivants.
Après la victoire, la propagande bat son plein dans les salles de presse, dans les salles de cinéma. Le parallèle entre la bataille de Tsushima est évident pour le stratège nippon, pour ce qui est du résultat ainsi que des conséquences sur la guerre. Suite à cette victoire totale, les Japonais décident 3 mois plus tard d'envahir Hawaï. Suite à cet échec, les Américains sont obligés de se replier vers l'Australie, laissant le contrôle aux Japonais sur la mer de Chine et la mer des Philippines ainsi qu'une partie de l'océan Pacifique. Dû à cet échec militaire, les États-Unis décident d'entamer des pourparlers avec le Japon. Le pays est conscient de ses limitations économiques et industrielles sur le long terme. On peut imaginer que le pays prenne une partie des Indes néerlandaises, l'Indochine, quelques portions de la Chine, et que le pays paie des indemnités pour pouvoir leur bord. Ainsi, le Japon sort de la guerre comme un gagnant et aurait abandonné l'Axe dans sa lutte entre l'Est et l'Ouest. Suite à la paix, les conséquences sont assez intéressantes. Côté japonais, le prestige est bien sûr immense. La marine impériale entre définitivement dans l'histoire, les plus grandes marines de guerre. D'un point de vue politique, l'impact est assez intéressant. Dans ce scénario, la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam n'arrivent jamais. Ainsi, le communisme se répand beaucoup moins en Asie, seulement à travers la Chine de Mao Zedong, dû à la grande influence japonaise et au fait qu'aucun pays ne vit de peur d'instabilité, propice à la montée des communistes. La rivalité sino-japonaise reste forte dû au fait que le Japon reste la grande puissance d'Asie. Est-ce que la Chine aurait connu, au début des années 90, sa formidable croissance économique? Pas sûr. Est-ce que les États-Unis auraient connu une période de domination totale entre les années 90 et 2000? Pas sûr. Aussi, le Japon se serait peut-être démocratisé dû à la mondialisation et à l'influence américaine. De plus, l'affaire de coprospérité aurait sûrement eu sa taille réduire au fil des décennies dû au nationalisme des peuples et à la période anticoloniale post-Seconde Guerre mondiale. De plus, pour finir, les camps de travail ou encore Unité 731 ne seraient jamais révélés au grand public. Des personnes comme le général Hideki Tojo ne sont jamais jugées aux États-Unis pour crimes de guerre contre l'humanité, ce qui sauve la réputation japonaise à l'international. Si cette vidéo a été réalisée, c'est pour mettre en évidence les conséquences sur les continents asiatiques si le Japon avait gagné la bataille de Midway. Aussi, je voulais apporter une uchronie sur la guerre du Pacifique, théâtre un peu oublié durant la Seconde Guerre mondiale, si on oublie les kamikazes et l'unité 731. Cette vidéo m'a été inspirée par des sources comme les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale, dirigées par Jean Lopez et Olivier Viviarca. J'ai utilisé la partie qui aborde des erreurs de Midway pour mon scénario, plus d'autres sources comme des documentaires pour achever la vidéo. J'aimerais parler des erreurs tactiques japonaises qui ont provoqué cette catastrophe. Alors, les erreurs tactiques nippones sont multiples et complexes. En premier, on pourrait parler d'un plan excessivement complexe avec 2 offensives à 2 jours d'intervalle. Le fait que les Japonais aient négligé le risque de ne pas avoir d'effet de surprise, le manque de moyens pour assurer une reconnaissance adaptée au secteur, ainsi qu'une absence de navires équipés de radars. Ces derniers étaient infectés à la flotte de réserve dirigée par l'amiral Yamamoto. La conception des porte-avions japonais est également douteuse, ces derniers étant dépourvus du blindage, ce qui explique les centaines de mécaniciens vaporisés lors de la contre-attaque américaine. On peut également évoquer la malchance, notamment le fait que Joe Roquefort a cassé les codes japonais, décryptage qui a offert à l'US Navy la connaissance du lieu de l'attaque et lui a permis de bénéficier de l'effet de surprise. Ensuite, l'imitation de Nagumo. Bien qu'explicable, cette dernière avait des conséquences graves sur le déroulement de la bataille. Il convient également de mentionner le manque de marge de manœuvre de la flotte japonaise en raison des bases constantes de l'US Navy. En conclusion, on pourrait considérer que la bataille de Midway était la mauvaise bataille au mauvais endroit.